l'administration, mais le niveau souvent de maltraitance est très élevé. Ce n'est pas par hasard que voilà, dans le documentaire, tout le monde parle de l'accueil et de l'accueil et de l'accueil. Et ce n'est pas seulement spécifique aux femmes. Ça également, avant qu'on y arrive. Voilà. C'est sur l'ensemble de l'administration. Sans compter maintenant le fait qu'on considère le service public comme une faveur. Je viens chercher un bulletin, un certificat de nationalité. C'est une faveur qu'on me fait. On me fait attendre pendant des heures. Et à ce moment-là, bon, si j'ai, en tant que fonctionnaire ou agent public, la magnanimité de vous donner ce service, vous devriez vous estimer heureux. Et ça, il n'y a rien pour voilà, sanctionner ce type de comportement. Je ne sais pas quel est mon temps de parole, parce qu'on peut parler sur ce sujet-là pendant très, très, très longtemps. Donc la formation me paraît être fondamentale. Il me paraît également important d'avoir un système d'évaluation. Alors, je parlais de M. Diak, qui a été mon DAGE. Quand je suis arrivé comme ministre de la Justice, il fallait évaluer le personnel. Et on m'amène les dossiers du personnel, vous les ministres, vous l'avez fait, mais tout le monde avait 19,5. Tout le monde. Alors, je dis, mais comment c'est possible? Si c'était le cas, mais enfin, les citoyens célébreraient notre administration tous les jours. On me dit, oui, mais attention, hein, bon, vous mettez un 17 à quelqu'un, c'est un casus belli. C'est-à-dire, il va saisir le syndicat, et voilà, après, c'est des grèves, etc. Moi, je suis une ancienne syndicaliste, je suis pour le respect voilà, des représentants du personnel. Mais c'est aussi parfois des catégories intouchables. Et quand ils sont des fonctionnaires. Voilà, ça aussi, c'est des sujets qu'il va falloir qu'on aborde avec les centrales syndicales, etc. Parce que le droit du travail, il va dans deux sens. Voilà. C'est celui qui délivre son service, mais c'est également l'employeur. Donc ces questions-là aussi, il faut, et c'est là où la concertation est très importante, parce qu'elle doit impliquer tous les acteurs. Notre administration ne fonctionne pas avec voilà, 19,5 sur 20. Mais demandez aux administrateurs. Vous mettez un 10 à quelqu'un, alors qu'il devrait même avoir peut-être un 4, parce qu'on ne sait même pas où il est, etc. Mais ça devient un motif de, voilà, de dispute, pour dire le moins. Donc le système de notation, c'est un système qui n'existe pas. Et moi, à l'époque, j'avais dit, bon, je le délègue, parce que franchement, je ne vais pas me mettre à signer des 19,5 sur 20, voilà, juste par principe. Mais c'est ce qu'on fait depuis 1960, pour éviter les problèmes. Or, la concertation, c'est pour aller aussi au fond des problèmes. Donc, le système d'évaluation doit être un système normal. Maintenant, vous avez également la fameuse question, mais c'est un avantage acquis. Mais moi, j'ai fait 25 ans aux Nations Unies, pas terminé ma 25e année, mais j'ai eu un contrat à durée indéterminée peut-être 6 ans avant. Juste 6 ans avant, dans le système des Nations Unies, qui consacre l'Assemblée Générale des Nations. Donc tous les États, petits ou grands, sont d'accord avec ce système-là. C'est des contrats de 2 ans, attachés à la réalisation des objectifs évalués chaque année. Mais vous n'atteignez pas les objectifs, votre contrat, il n'est pas renouvelé. Bon, ça c'est des discussions aussi à avoir. Est-ce que le principe d'un contrat à vie, parce que c'est quasiment des contrats à vie, va avec l'objectif d'efficacité recherchée? Question qui se pose. Dans le cadre maintenant de la préservation des acquis, ça complique l'équation. Mais c'est à dire, il faut rattacher quand même l'efficacité voilà, au contrat de travail. Or, il y a une dichotomie. Une fois que vous êtes fonctionnaire, comme j'ai dit, quasiment, ce qui était le cas des Nations Unies avant, jusqu'en 1992. À moins de vous battre avec le secrétaire général, vous étiez sûr d'y passer toute votre vie. Donc, seuls des faits extrêmes pouvaient vous sortir. Mais ils se sont rendus compte que l'efficacité, voilà, prenait un sérieux coup. Et maintenant, les contrats de travail ont été rattachés, voilà, à l'obligation de performance avec une évaluation. Moi, je crois que ça, c'est important. Et en fin de compte, pour vous rendre la parole, professeur,
c'est l'appréciation du citoyen, celui qui vient requérir le service public. Mais si vous êtes maltraité dans un service, vous n'avez nulle part où vous plaindre. Maintenant, nous tous, nous voyageons. Quand vous allez dans les aéroports, vous voyez les 3 boutons là. Voilà, le visage content qui veut dire que le service était bon, le visage neutre, et là où vous êtes fâché, vous appuyez. Mais depuis lors, il y a une amélioration du service public. Parce qu'à ce moment-là, si vous affichez des taux très bas de satisfaction, ben, on vous applique aussi la loi. Donc il faut que le citoyen lui-même ait l'opportunité d'apprécier l'efficacité du service public. Ça, il faut voir comment le mettre en œuvre. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire, professeur. Et désolé d'avoir été un peu long peut-être. Merci. Merci. Tous les services, les malvoyants, les non-entendants, maintenant, les administrations en font des citoyens à part entière. Donc ça, c'est des changements simples qui peuvent intervenir. On a beaucoup parlé de digitalisation. C'est vrai. Mais il faut éviter de créer des discriminations. Beaucoup de zones n'ont pas accès à Internet. Beaucoup de citoyens, ça a été dit ici, ne savent ni lire ni écrire. On a un taux d'analphabétisme qui est très important. Si vous digitalisez, à ce moment-là, c'est la solution, c'est vrai. Il faut avoir certainement et penser à des services délégataires de services publics. Ça peut être des jeunes qui ont des structures, qui travaillent avec l'État, qui reçoivent des citoyens qui ne savent pas lire et écrire, qui veulent rentrer leurs données pour avoir leur extrait de naissance, leur casier judiciaire, disons, par voie digitale. Ce serait d'ailleurs l'occasion aussi de créer des emplois. Donc, le thème de l'inégalité doit être aussi au centre des réformes, pour qu'on ne crée pas plus d'inégalités. Il y a également la question du coût et de l'efficacité. Ça, c'est un peu l'économiste qui vous parle. Est-ce que l'achat des 4x4, des séminaires qui se démultiplient, des missions à l'étranger, ça entre dans le coût de la délivrance du service public? Si on veut baisser le coût, parce que je crois que c'est un élément qui va revenir, le coût du service public est très élevé pour nos populations. Pourquoi c'est élevé? Parce que l'État aussi dépense beaucoup et impute une partie aux citoyens. Donc la rationalisation aussi des dépenses pour avoir un bon équilibre entre les coûts et l'efficacité, je pense que c'est une étude particulière qui doit être faite. Bon, il y a également la dépolitisation de certains postes. Vous allez à l'île Maurice, il y a des postes où il est impossible de faire de la politique quand vous les occupez, notamment quand vous gérez un certain niveau de ressources publiques. L'incompatibilité des postes. Si vous êtes le ministre en charge des collectivités territoriales et vous êtes maire chez vous, mais il y a manifestement un conflit d'intérêts. Donc ces questions-là également, qui relèvent de l'éthique, etc., doivent être également considérées. Je suis tout à fait d'accord avec les conditions de travail. Ça rejoint ce que vous disiez sur la digitalisation. Si vous n'avez pas d'ordinateur, parce que dans nos zones périphériques, beaucoup n'en ont pas, vous n'avez pas accès à Internet, etc., on ne peut pas exiger le même niveau de qualité de délivrance à l'agent public. Donc il y a également l'État qui doit faire des efforts importants de rationalisation de ses coûts pour les affecter à plus d'efficacité du service public. Donc les conditions de travail sont aussi à prendre en compte, mais surtout il y a la volonté politique qui est clairement affichée et c'est pour moi ça le plus grand avantage. Je pense que ça a été dit, sans une administration efficace, il est impossible de réaliser grand-chose. Parce que l'État travaille à travers qui? À travers ses fonctionnaires, ses agents publics. S'ils ne performent pas, il est difficile d'atteindre les objectifs. Donc je crois que c'est une excellente chose, Monsieur le ministre, et on vous souhaite beaucoup de succès. Chacun, à son moment, a eu ses succès. Parce que moi, je pense à l'effet cumulatif historique. C'est comme ça que moi, je vois le développement. Avec des moments d'accélération de la cadence, et ça, on vous le confie. Madame Aminata Touré, ancien Premier ministre, Mesdames, Messieurs les anciens ministres,
Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur privé, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les agents publics, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ce jour en ce haut lieu de mémoire, le musée des civilisations noires de Dakar, un joyau architectural, symbole de notre riche patrimoine culturel et historique, pour le lancement des concertations nationales pour la réforme du service public. Je souhaiterais également exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour l'importance qu'ils accordent à cet événement majeur pour le futur de notre service public. Je remercie également toutes ces autorités, ancien Premier ministre, ancien ministre de la fonction publique et professeurs émérites, les autorités administratives et tous les partenaires qui ont bien voulu rehausser de leur présence la présente cérémonie de lancement. Je profite enfin de cette occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de succès, de prospérité pour cette nouvelle année 2025. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'un immense honneur et un grand plaisir que je m'adresse à vous pour procéder au lancement des concertations nationales pour la réforme du service public. Initiative majeure dans la dynamique de la transformation systémique. Les concertations nationales s'inscrivent dans le sillage des orientations stratégiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République, allant dans le sens d'accorder une place de premier choix au dialogue, à l'inclusion et à la co-construction. Cette option a été d'ailleurs soulignée dans son discours à la nation du 31 décembre 2024, à travers lequel il a rappelé l'importance d'ériger les concertations et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de la construction nationale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'administration publique sénégalaise souffre de beaucoup de maux liés à des facteurs divers et variés, clairement soulignés à travers une série de rapports et de documents relatifs aux performances des services de l'État et à la satisfaction de préoccupations des usagers. Les derniers constats dressés dans la partie diagnostic du référentiel Sénégal 2050, rappelés récemment par le chef de l'État à l'occasion de la conférence des administrateurs et managers publics, portent notamment sur le chevauchement des missions de certains services, les lenteurs dans l'exécution des procédures et les défauts de qualité des prestations offertes aux usagers. Mesdames, Messieurs, les faiblesses ci-dessus évoquées produisent des effets déplorables liés entre autres à l'inefficacité et à l'inefficience des services de l'administration et à la détérioration de la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de l'administration, lesquels entravent
fortement la réalisation des objectifs de développement socio-économique du pays et la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Compte tenu de ce qui précède, la réforme du service public n'est pas seulement une exigence de gouvernance pour une action publique plus efficace. C'est un impératif moral, en ce sens que l'administration doit répondre aux enjeux et défis multiformes de développement et aux attentes croissantes des usagers clients. Sous ce rapport, vous conviendrez avec moi de la nécessité et de l'urgence de donner corps aux orientations du chef de l'État en prenant les dispositions utiles pour repenser notre gouvernance et renouveler notre administration. Tel est l'objet de la journée qui nous réunit aujourd'hui, qui marque le démarrage officiel des concertations nationales pour la réforme du service public. Mesdames et messieurs, les travaux des concertations nationales permettront de procéder au diagnostic profond de l'administration et de, je cite, repenser les méthodes et modes de gouvernance des affaires publiques au service de l'usager. Fin de citation, conformément aux instructions de M. le Premier ministre. La démarche qui sera adoptée à cet effet sera axée sur une démarche participative de co-construction qui sera déroulée à travers plusieurs plateformes d'échange impliquant les différentes parties prenantes au niveau central et régional et ainsi qu'au niveau de la diaspora. C'est dire que l'inclusion sera de mise à l'effet d'associer toutes les catégories d'acteurs dans leur diversité et de favoriser la libre expression des idées et l'engagement de toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, la plateforme en ligne qui a fait l'objet d'une présentation ce matin est disponible pour favoriser des concertations directes et ouvertes avec tous les usagers citoyens, plus particulièrement ceux de la diaspora. Au terme de cette cérémonie de lancement, nous allons enchaîner sur les concertations régionales qui seront placées sous l'égide des gouverneurs de région. À cet effet, les acteurs du développement territorial par catégorie d'acteurs, société civile, secteur privé, services déconcentrés de l'État, partenaires techniques et financiers, seront également impliqués et mobilisés à travers des ateliers régionaux à raison d'un atelier par région. Ces concertations régionales seront suivies d'échanges sectoriels et thématiques qui porteront sur des aspects phares liés à des enjeux spécifiques de transformation de l'administration devant permettre d'approfondir le diagnostic sur les services publics. D'ores et déjà, des travaux préparatoires ont permis d'identifier plusieurs thèmes phares d'échange, à savoir de la qualité du service public, de la transformation digitale de l'administration, du cadre de gestion des ressources humaines, du cadre organisationnel des services publics, de la transparence, de l'équité, mais aussi de la redevabilité. Mesdames, Messieurs, chers acteurs de la réforme du service public, la réforme est un processus continu et complexe. C'est un engagement collectif qui nécessite à la fois de la détermination, de l'ouverture, de l'écoute, de la patience, de l'apprentissage et une synergie orientée résultat. Que ce soit notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la fonction publique, de l'environnement, de la sécurité ou de l'économie et des finances, chaque secteur doit faire sa mue pour mieux servir l'agent client.
votre mobilisation tout au long de ces concertations pour la réforme du service public, votre participation active et vos échanges constructifs feront de cette initiative majeure un véritable succès. C'est pourquoi je vous invite à participer énergiquement aux travaux, à partager vos idées et à contribuer à la construction d'un service public plus efficace, plus proche et plus simple. Ensemble, nous avons le devoir de faire de notre administration un véritable levier de progrès pour notre société. Ensemble, nous pouvons co-construire un service public qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens et un pilier puissant de notre développement. Sur ces mots, je déclare ouvertes les concertations nationales pour la réforme du service public. Merci de votre attention.